ce matin, je vais faire une conférence sur la notion d'accord. Que signifie la conférence qu'on peut s'appeler que signifie jouer juste, fermer les guillemets. Tout le problème étant dans les guillemets. Vous savez, la justesse est une notion relative à une époque, à un lieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours considéré comme juste les mêmes choses. Un instrument accordé par un Italien au XVIIe siècle paraîtrait horriblement faux à un musicien allemand du XXe ou du XIXe. C'est-à-dire que la notion de justesse est une notion qui a évolué en permanence. Et on a accordé les instruments à peu près de la même manière pendant 2000 ans, et puis brusquement, assez rapidement, on n'a plus ce système d'accord. Et de tout ça, donc, je vais vous parler. Et pour commencer, on va éliminer le problème du diapason. Donc le diapason, c'est la hauteur de la note de référence qu'on utilise pour accorder un ensemble vocal, segmental. Et cette note de référence a changé en permanence, c'est-à-dire qu'en fait, on a depuis 1939 décidé que le La aurait une fréquence de 440 Hz. C'est récent, 1939. C'était en usage depuis les années 20, mais bon, ça a été fixé par une convention internationale en 1939. Mais cette norme existait déjà au 19e siècle, elle était simplement plus basse. On avait l'habitude au 19e d'accorder aux alentours de 435 Hz. 435 Hz étant la fréquence du La du milieu du clavier. Pourquoi le La? Parce qu'en allemand, la note A, c'est la première note, c'est le A, c'est le La. Donc on a pris l'habitude de l'accorder sur le La. Et donc, cette idée même de diapason est une idée totalement saugrenue, vous serez une idée totalement saugrenue pour un musicien de la Renaissance ou du Moyen-Âge. Cette idée n'existe pas. C'est-à-dire qu'on réunit, des musiciens se réunissent et ils décident de jouer à telle hauteur parce que ça leur convient. Point. C'est la seule référence et ça leur convient. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée de savoir à quelle hauteur, à quelle fréquence on est, c'est une idée qui n'a pas de sens. Et donc, cette histoire de diapason, alors on nous explique maintenant que Bach jouait à 415, c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que, comme on n'a aucune norme, c'est chaque chapelle, en fait, le ton est donné par la chapelle, c'est-à-dire par l'église du coin. Et très tardivement, il y a un traité de facture d'orgue qui date de 1766. En 1766, Dombedos de Sèvres qui écrit le traité. Pour parler du diapason, donc de la hauteur du La, il fait un traité épais comme ça, vraiment, et en une phrase, il dit on ira chercher le ton de la chapelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème, on prend le ton local. Donc, si on est à Cologne, on utilise tel ton, si on est à Paris, tel autre, si on est à Milan, tel autre. À la même époque, au début du XVIIe siècle, à Venise, on utilise un diapason qui est sensiblement un demi-ton plus haut que le diapason c'est-à-dire à peu près aux alentours de 460-465 Hz. À la même époque, au début du XVIIe à Rome, le diapason est sensiblement un demi-ton plus bas que le diapason moderne, c'est-à-dire un ton plus bas que le diapason vénitien à la même époque. Et il y a un musicologue qui a fait des études sur des diapasons à peu près fiables retrouvés dans des orgues, parce que c'est les traces les plus fiables souvent dans les orgues, et donc du XVIIe siècle, entre le nord de l'Europe, le nord de la Scandinavie et le sud de l'Europe, donc en Sicile. Et donc il a trouvé des différences de diapason qui vont de 437, de 370 Hz jusqu'à 550 Hz pour le La de référence. C'est-à-dire en gros n'importe quoi. C'est-à-dire que chacun fait comme il veut. On est en général un petit peu plus bas dans le nord de l'Europe et un peu plus haut dans le sud de l'Europe, mais il y a des contre-exemples partout, donc c'est pas assez. Donc ça, ces notions de diapason, c'est des notions contemporaines en fait, c'est des notions récentes. Et si on demande à un luthiste, je sais pas, au XVIe siècle, comment il prend sa note de référence, il tend une corde et quand il lui sent que ça sonne bien, il accorde les autres à partir de ce genre de point. C'est-à-dire qu'il faut savoir à quel diapason il est. Donc ça, c'est pour cette histoire du diapason, c'est vraiment très récent. Et c'est récent, pourquoi? Parce qu'on a fait des grandes formations orchestrales. Et puis aussi, c'est vrai qu'à partir du XIXe siècle, on a essayé de tout normer. C'est une folie de vouloir trouver des normes, ça c'est quelque chose de relativement récent. Ça vient avec le 19e, après la Révolution, et donc c'est vrai que c'est par hasard que c'est à ce moment-là qu'on commence à normer le diapason. Voilà, ça c'est pour le diapason. Alors maintenant, le problème de la justesse. Le problème de la justesse, c'est qu'est-ce que ça veut dire juste?
ça ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire que ce sont des notions subjectives. Ça paraît juste à un moment et à un lieu donné. La seule référence absolue, c'est les notions de pur, ou pas. Un intervalle, car une note n'est jamais ni juste ni fausse. Une note, c'est une note, c'est une fréquence. Hein. C'est une fréquence. Ce qui peut paraître juste ou faux, c'est un intervalle. C'est-à-dire le rapport entre deux fréquences. Ça, c'est très important. Ce rapport entre deux fréquences va paraître juste ou faux à une époque ou à un moment. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que cet intervalle est pur ou non? Pur, ça veut dire sans battement. Quand vous mettez une note et son unisson, vous avez le son fait une sinusoïde, l'unisson va prendre exactement la même forme de la sinusoïde. Elle va prendre la même sinusoïde. Si vous avez l'octave, l'octave c'est la fréquence coupée, divisée ou multipliée par 2. Vous avez une sinusoïde double, tous les deux nœuds, il va y avoir un nœud qui va se superposer, et à ce moment-là, le son est pur, sans battement. S'il y a un léger décalage, on entend un battement dans le son. C'est ça que je vais faire écouter maintenant. On va... Je me donne un deuxième ré. Deuxième, troisième ré. Voilà. Non, le premier. Ça, c'est une note. Maintenant, on va mettre la fréquence double, c'est-à-dire l'octave. Est-ce que vous entendez un battement? Je vais le faire disparaître. Avec tous les intervalles, enfin pas tous les intervalles, les premiers intervalles, les premières harmonies. Maintenant, on va prendre une quinte. Voilà, la quinte. Est-ce que vous entendez le battement? L'intervalle est pur. L'intervalle est pur quand ce battement disparaît. Maintenant, on peut faire la même chose avec une tierce. Vous entendez le battement? Voilà. On fait ça, je vous laisse entendre sur ce jeu qui s'appelle une régale, parce que c'est sur ce jeu-là qu'on entend le mieux ces battements. Si je vous fais entendre la même chose sur un bourdon, sur un jeu plus doux, vous n'entendrez probablement, vous entendrez les battements dans l'octave, dans la quinte peut-être, probablement pas dans la tierce. Mais c'est une question d'habitude. Si vous n'entendez pas ces battements, c'est pas forcément grave, vous n'êtes pas forcément à un problème d'émission, c'est une question d'habitude et d'attention à ces choses-là. On est plus ou moins sensible à différentes choses spontanément comme ça. Et voilà, donc ces notions de pur et d'impur, c'est important. C'est-à-dire qu'il y a des battements ou il n'y a pas de battements. Et tout le problème vient de Pythagore. En fait, voilà, dans la musique occidentale, l'impératif, le seul impératif, le premier impératif, c'est d'avoir des octaves pures. Il est indispensable pour nous d'avoir des octaves pures. Pythagore décrit un instrument qu'on appelle le monocorde. Je vous ai fabriqué le monocorde de Pythagore. J'ai même fait un truc exceptionnel, j'ai fabriqué un monocorde à 2 cordes. Non mais j'ai mis 2 cordes pour garder la note de référence ou l'autre. Donc Pythagore nous dit quoi? Il nous dit différentes choses. Il nous dit si les premières harmonies sont des multiples simples qui se compliquent en suivant. Alors, oui, je vous explique. Les harmoniques. D'abord, non, on va faire un petit détour par les harmoniques. Dans un son quelconque, vous entendez la note fondamentale, un do, un ré, un mi, un fa. Et vous entendez en même temps d'autres notes. Sont incluses dans ce son d'autres notes. C'est-à-dire que vous avez un do, vous entendez
sol, vous entendez le mi, vous entendez le fa, vous entendez en fait toutes les notes. Vous ne les percevez pas forcément, mais vous les entendez. Et elles sont toujours dans le même ordre d'importance, c'est-à-dire la fondamentale, donc la note concernée, son octave, ensuite la quinte, ensuite l'octave suivante, ensuite la tierce, etc. Et en fait, dans un son, vous avez tous les demi-tons. Mais simplement, vous les entendez de moins en moins, ils sont de moins en moins perceptibles. Et le timbre d'un instrument vient de là, c'est-à-dire que ce qui vous permet de distinguer un violon d'une trompette, c'est la manière dont les harmoniques s'étagent. Et c'est valable surtout dans la partie médium, c'est-à-dire la partie la plus sensible à l'oreille. Dans l'extrême aigu, si vous isolez le son d'une trompette, ou une note d'une trompette ou d'un violon dans l'extrême aigu, vous ne remarquerez pas la différence de timbre. Vous ne pouvez pas parce que les harmoniques sont trop serrées au bout. Et donc, pour revenir à Pythagore, donc, il dit dans les premiers rapports d'harmonique sont des rapports simples, des rapports mathématiques simples. Et il dit, vous prenez un corps vibrant, une corde, qui donne une note. Là, j'ai mis les deux cordes à elle donne la même note. Si vous la divisez en deux, précisément, au millimètre, vous divisez exactement en deux la note, la longueur, vous obtenez une octave. C'est la même de l'autre côté, puisque c'est la moitié. Si vous la divisez en 3, vous obtenez une quinte. Si vous la divisez en 4, vous avez une quarte. En 5, vous avez une tierce pure. Tous ces intervalles sont purs. Et si vous divisez en 6, vous obtenez une tierce mineure. Bon, après, ça complexifie. Mais les premières harmonies sont dans des rapports simples. Et donc, ils se basent sur la quinte. Pourquoi la quinte? Nous, on a fait ici, on a choisi la quinte comme note de référence parce que c'est la première harmonie sensible. C'est-à-dire que dans un son, vous entendez la fondamentale, l'octave se confond avec la fondamentale, et la première harmonie que vous repérez, c'est la quinte parce que justement, c'est une harmonie sensible. Donc, on se base sur les quintes, et Pythagore établit ce qu'il appelle le cycle des quintes. Autrement dit, si vous prenez une longueur vibrante quelconque, vous la divisez en 3, vous obtenez la quinte. Vous prenez cette longueur-là, cette longueur de quinte, vous la redivisez en 3, vous obtenez la quinte suivante. Vous redivisez en 3, vous obtenez la quinte suivante. En 3, la quinte suivante, etc. Vous faites l'opération 12 fois, là je ne peux pas le faire parce que le monopole est trop petit. Si vous faites ça 12 fois, en théorie, vous devriez retomber sur la note de départ. Vous faites tous les 12 demi-tons de la gamme, vous devriez retomber sur la note de départ. Le problème est que vous ne retombez pas sur la note de départ. Et on peut réduire ce cycle des quintes à l'intérieur d'une octave. On n'est pas obligé de faire ça sur cette octave. Normalement, au bout de 12 quintes, on retombe sur la même note, mais cette octave plus haut. Donc c'est un peu compliqué. On peut faire le cycle des quintes à l'intérieur d'une octave, puisqu'il y a 12 demi-tons. Donc il y a 12 rapports de quintes possibles dans une octave. Si c'est pas clair, vous le dites. Il y a 12 rapports de quintes possibles à l'intérieur d'une octave. Donc si on accordait 12 quintes pures, sans battement, on dépasse l'octave. C'est-à-dire que la succession de 12 quintes donne une fréquence plus haute que la multiplication en deux d'une fréquence. C'est un phénomène physique, c'est pas quelque chose c'est pas un choix esthétique, c'est un phénomène physique. Donc, on n'obtient pas donc la note de départ après 12 quintes pures, et c'est Pythagore qui met ça en lumière, et donc on appelle la différence entre l'octave et la succession des 12 quintes pures, on appelle ça le commun pythagoricien. Le commun pythagoricien est toute la question, et depuis donc 2500 et voire plus, 2500 voire plus, toute la question c'est de savoir ce qu'on va faire de ce commun pythagoricien. La réponse qui est apportée par Pythagore est relativement simple. Il dit on fait 11 quintes pures. On fait 11 quintes pures, et la 12e quinte, il l'appelle la quinte du loup, et c'est plus une quinte. Mais c'est pas grave, on fait comme ça et on s'en débrouille. Effectivement, ça marche très très bien comme ça pendant très longtemps. Mais, ça marche très bien pendant très longtemps, mais, comment dire,
il y a un moment où ça atteint ses limites, quoi. On va parler des limites que ça atteint plus tard. Pour l'instant, je vais vous faire entendre un orgue accordé, justement. Cet orgue-là est accordé avec le système pythagoricien. Et donc, on y joue des musiques qui sont comment dire, conçues pour être jouées sur ce type d'accord. Et donc, Jean-Miguel a resté là. Exactement ce qui a dû se passer, une scène qui a dû se passer, où il y a un moine qui menace d'excommunier tous ceux qui mettent des sixes dans la musique. C'est assez rigolo. C'est très très bien fait, je pense que ça a dû se passer de cette manière-là. Donc voilà. Et le problème, c'est qu'il arrive une chose qui s'appelle l'école de Notre-Dame. Au XIIIe siècle, on commence à écrire une chose aberrante, c'est on écrit de la polyphonie. Autrement dit, on veut que différentes voix chantent des choses différentes, mais en même temps. Et quand on commence à faire ça, on est très vite limité par le fait que si harmoniquement on n'a droit qu'aux quintes ou quartes octaves, on va se retrouver très vite limité d'un point de vue harmonique. Et à ce moment-là, on complexifie la musique
rythmiquement, on fait des choses. Tout le 13e, le 14e, ça commence à tirer un peu. Au 15e, Guillaume Dufay écrit des montées isorythmiques. On sent bien qu'il est en train de pousser les murs pour essayer de s'évader de ce cadre. Et assez rapidement, après, ça craque, c'est-à-dire que les musiciens ne se gênent pas, ils commencent à mettre des tierces et donc à changer de système d'accords. Parce que ce système d'accords n'est pas compatible avec les tierces. Et donc on invente, pendant un siècle à peu près, on invente un système pour accorder les instruments. Et ça donne, vers 1523, un musicien qui s'appelle Aron décrit un système d'accords qu'on va appeler l'accord mésotonique. Et donc, il y a plusieurs systèmes mésotoniques qui sont proposés. Il y en a un autre assez connu qui s'appelle le système de Zarlino, vers 1550. Il écrit ça. Et ce sont des systèmes d'accords qui sont, eux, basés sur les tierces. Parce que quand on passe d'un système médiéval, le système médiéval, ce qu'on appelle la musique tonale, elle est basée sur des tons. Et le système qui se met en place à partir de la Renaissance, c'est le système modal au Moyen-Âge. Excusez-moi. Au Moyen-Âge, un système modal qui est basé sur les modes. Et on passe à un système tonal à partir de la Renaissance. Ça se fait graduellement, mais voilà. On peut complexifier énormément ce que je dis. Il y a des gens qui vont dire qu'il va un peu vite. Il va un peu vite parce qu'il a qu'une heure. On peut faire un colloque de 30 jours avec 50 intervenants, on n'aura pas épuisé le sujet. Donc voilà, à partir de la Renaissance, on passe à un système musical différent, donc le système tonal, et on invente une nouvelle manière d'accorder. Et ce système est basé sur les tierces, parce que ce qui donne la couleur à un accord, c'est la tierce. Si la tierce est pure, on a un accord qui a une sonorité extrêmement claire, extrêmement confortable pour l'oreille. Et si on fait des tierces qui battent, effectivement, il y a une tension qui s'installe, alors que les quintes, c'est plus supportable. Quand on a un système d'un accord do, mi, sol, do, si le sol est bas légèrement, c'est pas très grave. Si le mi bas, c'est plus embêtant, la couleur de l'accord change énormément. Donc, on base ce système sur les tierces. Et là, j'ai accordé ces deux instruments, celui-ci et celui-là. Celui-là est accordé au tempérament égal et celui-ci au tempérament mésotonique. Alors, tempérament égal, qu'est-ce que ça veut dire? On repart sur le système, sur l'accord, sur le commun pythagoricien. Ce fameux commun pythagoricien, on peut le diviser de plein de manières différentes pour obtenir des quintes différentes. On peut favoriser certains intervalles et en défavoriser d'autres, ou on peut faire un système qu'on appelle le tempérament égal, c'est-à-dire qu'on divise le commun pythagoricien en 12 parties égales. On entend énormément dire que les anciens n'avaient pas compris, les pauvres, qu'en divisant le commun pythagoricien par 12, on obtenait un système parfait parce qu'il permettait de jouer dans toutes les tonalités. C'est évident qu'ils y avaient pensé. Mais le problème, c'est que si on fait ça, on a toutes les tonalités qui sont légèrement fausses. On n'a aucune tierce, on n'a aucune quinte, on n'a aucun intervalle qui soit pur. Or, les anciens trouvaient ça absolument insupportable. Ils connaissaient très bien ce système, mais ils trouvaient ça très très laid. Et très laid, et pendant très longtemps, on a considéré ça comme vraiment très 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 vilain. Quoi. Et il y a d'ailleurs un élève de Handel, donc c'est un classique, c'est très tardif, qui disait une chose tout à fait intéressante. Il disait, il vaut mieux garder un loup au fond du bois que d'en inviter 12 à sa table. C'est-à-dire que, effectivement, il vaut mieux un système avec une canne du loup dans une tonalité qu'on n'utilisera pas et favoriser d'autres tonalités que d'avoir 12 tonalités praticables. C'est évident que l'inconvénient du système d'accords mésotonique, c'est qu'on peut utiliser certains intervalles et qu'il y en a d'autres, certaines tonalités, mais forcément on va en sacrifier d'autres. Donc voilà, est-ce que tu pourrais me donner quelques gains comme ça pour montrer un peu voilà, des tonalités qui sont confortables et d'autres qui vont l'être moins.
d'autres tonalités qui sont impraticables, quoi. Et au fur et à mesure de l'évolution de la musique, on a commencé à vouloir moduler dans d'autres tonalités que la tonalité de départ, et avec un système d'accords mésotoniques, on est très limité dans ce sens-là. Et donc, on a inventé tout au long des siècles différentes manières d'accorder, qui ont plus ou moins tout pour base le mésotonique, mais en l'aménageant. En l'aménageant, c'est-à-dire qu'on va diminuer telle tierce, on va augmenter tel quinte, on va bidouiller un système. Il n'y a aucun système parfait. Tous les systèmes sont bons pour jouer telle ou telle musique. Mais, comment dire, c'est pas un problème pour les musiciens à l'époque baroque, c'est-à-dire qu'on invente un système qui va avec la musique qu'on fait. Et donc, tel musicien va inventer, il va proposer tel système d'accords, effectivement, ça marche très bien avec la musique qu'il fait. Et si on fait la musique de pays voisins avec ce même système d'accords, c'est pas praticable. Donc la musique est toujours, l'accord est toujours fait en fonction d'une musique. Tu veux bien jouer la chromatique sur le tempérament égal, et puis après, là, par exemple, on va faire jouer un morceau sur l'ordre au tempérament égal. Ça va? Tempérament égal, et la même chose après au tempérament mésotonique. qui est écrite chromatiquement. Alors, avec un tempérament égal, on a toutes les marches qui ont la même hauteur. C'est comme un escalier dont toutes les marches ont la même hauteur. Avec un système d'accords comme celui-ci, les marches n'ont pas toutes la même hauteur. C'est-à-dire qu'on monte certains demi-tons beaucoup et d'autres demi-tons beaucoup moins. Et donc ça donne beaucoup de relief dans la musique. Et évidemment, il y a des moments, et les compositeurs jouent avec ça, il y a des moments où on va se trouver au bord d'une tonalité assez insupportable pour retomber dans une tonalité où les intervalles seront parfaits. Et donc on va se trouver avec un confort d'écoute beaucoup plus grand. Et ça, c'est une chose avec laquelle les compositeurs comme Bieber jouent énormément, et les compositeurs qui jouent énormément avec les limites des tonalités supportables et insupportables. Et donc ça, c'est une chose qui est, qui est beaucoup utilisée dans toute la musique baroque. Et après, à l'époque classique et puis à l'époque romantique, on arrive à supprimer cet usage des tempéraments inégaux parce que les compositeurs commencent à moduler dans tous les tons. Et quand ils modulent dans tous les tons, ils vont passer dans des tonalités qui vont pas être supportables. Donc on va écrire dans les morceaux des tonalités qui ne sont pas compatibles avec les tempéraments inégaux. Et donc on va finalement, et ça vient aussi avec ce souci de normer, d'égaliser tout au XIXe siècle, on va finir par avoir un tempérament égal qui va s'imposer donc un peu partout au fil du temps. Tu peux jouer ici sur les gars? Ouais, pareil.
Allez, on va recommencer le... Il y a une chose qu'il faut quand même noter, c'est que le tempérament égal, dans le tempérament égal, tous les intervalles battent légèrement.
Donc, si ça va un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est pas extrêmement, enfin on ne le perçoit pas forcément. Si on a un système mésotonique où on a des tierces pures, quand la tierce est plus pure, on la répète immédiatement, puisque c'est précisément fait pour, l'accord est fait pour que la tierce soit pure. Si la tierce n'est plus pure, évidemment ça choque. Ça choque beaucoup plus que si une quinte ou une tierce qui bat légèrement va un petit peu plus, quoi. Donc voilà, mais ça c'est un problème. Autre problème de diapason, par exemple, comme on ne se pose plus la question, il y a quelque temps, j'amène un orgue pour une passion sur Saint-Jean, et orchestre moderne, bien, bon, je mets l'orgue sur scène, je vois le deuxième ouvroir en train de faire des traits, je lui dis on joue à combien? 440, 442, il dit 440. J'accorde l'orgue 440, je m'en vais, je suis rattrapé, on me dit oui, le chef de voir sur scène, je retourne sur scène, il était avec le premier hautbois qui me dit vous avez accordé l'orgue à quel diapason? Je lui dis 440. Ah non, je vois 442. Ça veut dire que le premier hautbois et le deuxième hautbois ne se sont jamais posé la question de savoir à quel diapason ils jouaient. Il y en a un qui joue à 440 et l'autre à 442. Donc, parce qu'on ne se pose plus la question, bon, c'est une évidence, sauf que l'évidence n'est pas la même pour tout le monde. Voilà, c'est ce genre de choses qui posent des problèmes. Encore une fois, qu'on choisisse de s'accorder comme on veut, peu importe. Simplement, à ce moment-là, il faut être cohérent avec le choix d'accord qu'on a fait. Voilà, j'ai fait à peu près le tour du problème de manière extrêmement rapide et succincte. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Oui, j'en avais deux. Il y en avait une très simple. Est-ce que vous pourriez nous faire entendre un accord parfait pythagoricien, pythagoricien et mésotonique pour entendre la différence? Oui, bien sûr, oui. Mais voilà, oui, on peut faire un accord d'une chose. C'est plutôt l'inverse. On écrit pour un tempérament, mais surtout on fait un tempérament en fonction d'une musique. C'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne. On écrit une musique, on imagine une musique, et pour pouvoir réaliser cette musique, on va imaginer un tempérament. Et ça veut dire que la musique voyage pas du tout? Énormément. Mais on peut réaccorder des instruments. On accorde un clavecin, ça s'accorde pendant un concert si on veut. Donc on peut utiliser. Alors les orgues, effectivement, dans les orgues d'église, le problème se pose différemment, mais je pense aussi que les anciens avaient une tolérance à la fausseté plus grande que la nôtre. C'est-à-dire que Jean-Sébastien Bach a utilisé de son temps des instruments accordés en tempérament mésotonique, alors que sa musique en mésotonique, vraiment, c'est pas idéal, quoi. Mais bon, on avait l'habitude d'entendre les intervalles comme ça, et donc on avait une tolérance à ça. À la limite, j'ai envie de dire tout plutôt que égal. C'est-à-dire qu'il faut du relief dans la musique. Donc on fait des tempéraments inégaux, et donc on a beaucoup de relief dans la musique. Et ce qui ne plaisait pas aux anciens, je pense, dans le tempérament égal, c'est que tout sonne un peu mou. Et il y a une chose qui me frappe aussi, c'est qu'on entend régulièrement sur les ondes nationales une émission où quelqu'un nous raconte que oui, alors Schumann écrit telle pièce en sol parce que c'est une tonalité sombre, et puis telle autre écrit en ré parce que c'est une tonalité brillante. Sur un piano accordé au tempérament égal, moi personnellement je n'entends absolument plus une différence de couleur entre un sol et un ré, parce que précisément c'est accordé en tempérament égal et que c'est fait pour que tout sonne de la même manière. Donc il n'y a plus de différence de couleur d'une tonalité à une autre. Il y a une différence de tessiture, effectivement, le sol c'est un peu plus haut que le ré, mais pas de couleur d'accord. Alors que sur un tempérament mésotonique, effectivement, il y a des couleurs d'accord incroyablement différentes. Et effectivement, c'est pas pour rien que à l'époque baroque, tous les tédéums quasiment sont écrits en ré majeur, parce qu'effectivement c'est une tonalité qui pète et qui est très brillante. Et on va écrire des tédéums plutôt dans des tons de ré, des choses comme ça, parce que bon, on a des couleurs différentes. Parce qu'on ne peut pas dire sur un piano où tout est
charpentier avec un tempérament français donc très typé, quasiment mésotonique. Il a écrit une table où il définit chaque tonalité. C'est-à-dire qu'on va avoir une tonalité qui pour lui, Ré majeur c'est noble et guerrier, Sol majeur ce sera lumineux, Sol mineur c'est... il va Si bémol mineur, affreux. Voilà. Donc chaque tonalité avait sa couleur en fonction du tempérament que lui utilisait à l'époque. Et c'est ça qu'on ne retrouve plus actuellement quand on fait avec un piano. Et juste pour rebondir sur ce que disait Étienne, en fait, par rapport à la notion de justesse, le trouble fait dans tout ça, c'est le clavier. Si vous mettez des cordes ensemble, des voix ensemble, ils peuvent jouer, chanter et adapter tous les intervalles de manière à ce qu'ils soient tous purs. Mais dès que vous mettez un clavier qui, avec ses 12 notes et son octave, qui doit être juste, donc on répartit comme on peut ces histoires de coma, c'est vraiment le clavier qui vient casser un petit peu la baraque en disant moi je suis accordé comme ça, donc il faut que vous jouiez avec moi. Mais on a des instruments au XVIIe siècle qui possèdent justement à cause de ces problèmes des fins brisées. C'est-à-dire que vous avez souvent c'est le sol dièse et le ré dièse qui sont concernés. L'avant de la touche et l'arrière de la touche ne donnent pas la même note. C'est-à-dire que la touche est légèrement plus haute à l'arrière, enfin la feinte est légèrement plus haute à l'arrière. Quand on met l'avant de la touche, on a un ré dièse, et quand on est à l'arrière de la touche, on a un mi bémol. Ou un sol dièse et un la bémol. Pour justement pouvoir sortir un petit peu des contraintes du tempérament. Et on a aussi des choses assez extraordinaires. Il y a un facteur de flûte qui s'appelle Quantz vers 1720 et qui écrit des choses. Il est très énervé. Alors il est très énervé parce que il fabrique des flûtes et il va mettre des doubles clés parce qu'il y a des types qui font des ré dièses, d'autres qui font des mi bémol, et c'est extrêmement embêtant. Et donc il s'énerve un peu et il conseille aux chanteurs et aux violonistes de ne pas écouter ni le clavier, ni le clavecin, ni l'orgue, de faire leur tempérament comme ils veulent, et vraiment, les claviers commencent vraiment à nous agacer, donc ils conseillent aux chanteurs et aux violonistes de faire comme ils veulent, surtout ne pas écouter le clavier. Donc voilà, donc il y a des réactions extrêmement différentes à différentes secondes face à ce problème. Si vous voulez continuer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a pas de polémique au sein de l'orchestre pour la de l'accord. Il n'y a pas de polémique, non, mais dans les orchestres modernes, non, c'est pas un sujet. Mais par contre, il y a effectivement, dans le conservatoire avec un C majuscule, maintenant ça s'est vraiment calmé, mais dans les années 80, tiré à boulet rouge sur les baroqueux, entre guillemets, qui commençaient à réintroduire ces problématiques tous ces problèmes d'accords, de tempérament, tout ça, alors que c'était une chose qu'on avait enfin réussi à éliminer, et donc ils sont revenus à la charge avec ça, et c'est bon. Donc il y a eu quand même des tirs de boulet, pardon. C'est excellent. Donc vous avez dit que le 440 Hz n'est pas un dogme, il n'était pas un dogme. Oui. Vous avez dit que le musicien il commence par accorder l'accord du La, en plus ou moins ce qu'il veut, et ensuite il accorde les autres. Oui. Comment est-ce qu'il accorde les autres? Est-ce que c'est avec des quintes? Est-ce qu'il va monter à 9? Ça dépend des instruments. Des instruments qui sont accordés en quinte, il va accorder en quinte. Des instruments qui sont accordés en quarte, enfin, ça dépend un petit peu des instruments, quoi. Mais il va accorder comment? Il va accorder suivant la couleur qu'il veut donner à ses accords. C'est-à-dire qu'il va faire des quintes plus ou moins grandes, il va faire des tierces plus ou moins plus, il va faire justement, il va accorder son instrument en tempérament que lui veut. Donc il part d'une note de départ qu'il détermine lui-même, et après il accorde les autres cordes en fonction de ce qu'il veut obtenir comme couleur musicale. Et il est sûr de respecter l'octave, le double de la fréquence. Ah ben ça, il commence par ça. Il commence par détecter les octaves. Et à partir de là, il détermine la couleur des fréquences intermédiaires. Ouais, les octaves, c'est absolu. Quels sont les instruments qui s'accordent le plus difficilement? Le plus difficilement... l'orgue, c'est l'instrument qui est le plus compliqué, on va dire, à accorder. Il y a aussi il y a des instruments assez compliqués, c'est les instruments à manches fermées, les théorbes, les viols de gambe. Parce que eux, ils
ils ont des contraintes. Le tempérament idéal pour les manches frettées, la guitare, c'est le tempérament égal. Parce qu'ils ont des cases. Et le problème, c'est qu'avec une case, ils doivent donner 4 notes différentes ou 5 notes différentes. Et donc les viols de gambe qui a cette corde, c'est-à-dire avec une frette, donc les barres qu'il y a sur le manche, avec une frette, il doit donner 7 notes différentes. Et ça, c'est un gros problème, c'est que quand on a un tempérament mésotonique, les manches frettées souffrent énormément. Parce qu'ils sont obligés, dans l'idéal, ils doivent avoir des frettes qui font des zigzags. Et c'est toujours un compromis, à accorder les théormes, c'est vraiment, donc le théorme sur le grand luth, ça c'est toujours assez compliqué à accorder les théormes et les viols de gambe. Autrement, l'orgue, c'est vraiment plus compliqué que les autres parce que géographiquement, c'est un instrument plus complexe. C'est-à-dire qu'il y a des tuyaux partout, il faut accorder. Un clavecin, bon, c'est des chevilles, ils sont en face du clavier, c'est pas technique. Non, mais je ne dis pas ça. On est là, le facteur de clavecin, il est là. Les flûtes, c'est un problème, c'est que les flûtes comment on pourrait dire ça? Les flûtes jouent faux. Non, c'est-à-dire que les flûtes ont des intervalles prédéterminés par le facteur qui a fait la flûte. Il détermine un tempérament, en fait, sans les tous, il détermine de fait un tempérament, et le flûtiste peut difficilement en sortir. Il a une astuce pour s'en sortir, c'est qu'il peut moduler le souffle, et avec le souffle, il peut moduler la note, il peut la faire monter légèrement, la faire descendre, et donc il peut s'adapter. Oui, il change de flûte. Il change de flûte, voilà, il change de diapason. Mais il peut changer son tempérament en modulant par le souffle. La plupart des instruments peuvent faire ça. Vous prenez un trombone, il peut moduler la note avec le souffle. La plupart des instruments peuvent faire ça. C'est le cas des trompettes naturelles, par exemple. Oui, bien entendu. La plupart des instruments peuvent le faire. Alors, par exemple, dans un concert comme hier soir, où vous invitez des œuvres de Bach et des œuvres contemporaines, comment est-ce qu'ils géraient les problèmes de diapason et les problèmes d'accord? Mais ils se réaccordent pendant le concert. Au départ, ils s'accordent donc sur le clavier, l'orgue, le clavecin, et à partir de là, ils adaptent, comme je viens de dire, leur manière de jouer au tempérament utilisé, et puis bon, les cordes, de temps en temps, reprennent la note parce que les boyaux se détendent, les cordes se détendent pendant le concert, donc ils se réaccordent de temps en temps. C'était ça la question qui est pas répondue? Non, mais par rapport aux différences d'époque historiques des œuvres de Bach. Elle l'avait vendu. On a une œuvre contemporaine et une œuvre baroque. D'accord. Là, ils ont dû faire un compromis, je ne sais pas, j'étais pas dans le secret des dieux hier soir, mais ils ont dû faire un compromis par rapport à ça. Si rien n'empêche de jouer des pièces contemporaines avec un tempérament inégal, c'est pas interdit. Hein, le lien, c'était pas perspective. Oui, puis dans le contemporain, Ça, je vous laisse lancer les responsabilités. Vous voulez, c'est pas là. Ah oui, voilà. Mercredi, il y a eu un concert de musique contemporaine, donc, musique baroque et contemporaine, Schütz Ersan. Ersan a écrit sa pièce pour la même formation que la musique baroque allemande, et sa musique est conçue avec la possibilité d'utiliser un tempérament inégal. Ça sonne très bien avec le tempérament utilisé à l'époque baroque en Allemagne. Donc c'est musique contemporaine, par définition, il peut faire plusieurs, c'est lui qui crée J'ai posé la question à Alexandre, c'était pas ce qu'il avait répondu. C'est pas ce qu'il a répondu, d'accord, je sais pas. Il a répondu quoi alors? Que c'était fait plutôt pour du tempérament égal. Oui, mais ils ont joué la pièce avec un tempérament légèrement inégal. Un tempérament Jung, c'est un tempérament qui a été écrit vers 1800, qui n'est pas un tempérament mésotonique. Disons, avec un tempérament mésotonique, ça ne serait pas passé. Mais là, le tempérament était légèrement inégal. C'est-à-dire, il y avait une canne du loup avec un loup très très peu agressif. Les performances de la voix humaine ont-elles un rapport avec le fait que la fréquence du La, de référence, monte d'après ton introduction? Non. Puisqu'il y avait des La. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que. Non, oui et non. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de La de référence,
Par exemple, à la musique, à l'époque de la Renaissance, quand vous avez 4 chanteurs qui se réunissent, ils décident de chanter telle œuvre, ils la chantent à la hauteur qu'ils veulent. À la hauteur qu'ils veulent, c'est-à-dire que toi tu descendras, mais bon, on va descendre un petit peu parce que moi je compte pas ce matin, j'ai fait la fête hier soir, j'ai pas trop d'aigus, donc on va descendre le diapason, la note de référence, c'est pas un problème. Mais au 19e, ça commence à poser problème. Au 19e, parce que le diapason au 19e, le diapason moyen, on va dire, est aux alentours de 430 Hz. Et quand un compositeur comme Donizetti qui écrit un air de bravoure avec un contre-rythme, un contre-ré, si vous le faites à 430 Hz, c'est plus la même note que ce que vous devez faire à 442 Hz. Et là, ça posait problème effectivement à certains chanteurs, parce qu'effectivement, on se retrouve avec le ton qui a monté d'un quart de ton. Et là, c'est pas pareil. Quand on a des airs de bravoure avec des performances inouïes à faire, si on le chante au diapason moderne, des fois, voilà, ça pose certains problèmes de ce côté-là. Autrement, non. C'est le cas, alors apparemment d'après ce qu'écrivait Kulken, disait Kulken dans une interview il y a quelques années, c'est le cas avec le fameux deuxième brandebourgeois de Bach et les difficultés pour la trompette naturelle. On se serait aperçu que ce brandebourgeois était écrit pour un diapason relativement bas, à cause de la présence d'instrumentistes français no-émigrés, des homoïstes et des flûtistes, qui étaient arrivés avec des instruments au diapason versaillais. Le diapason versaillais est un ton plus bas que le diapason moderne. Et donc, du coup, ce concerto devient sensiblement plus jouable. Alors là, nous avons aussi le chef d'orchestre qui baisse le diapason pour laisser passer les voix. Il semblerait que les voix sont plus puissantes, type Carougeau, tout ça, il y a plus de voix. Et maintenant, elles sont plus basses. Ah, c'est possible, oui. Mais ça revient à ce que je disais. Ah, non, je ne sais pas si ça. Est-ce que c'était à peu près compréhensible ce que j'ai dit? Oui. Depuis quand ça doit mesurer? Depuis quand? C'est mesuré depuis 1784, je crois, quelque chose comme ça. On a mesuré les hertz de fréquence à cette époque-là. La notion de fréquence est... Oui, non, mais on la mesure mathématiquement depuis la phonétique. Le diapason, l'objet diapason avec deux branches, c'était inventé par un équateur en 1711. Mais qui doit pas fréquence. Il y a une autre, voilà, c'est ça. La mesure scientifique. Scientifique, on a commencé à savoir mesurer la fréquence. Si ça vous intéresse, on pourra faire un petit tour de cet orgue. Cet orgue est un instrument qui est tout neuf, il est fini, il n'est pas encore sec d'ailleurs. Et il a été fait, là, il va au conservatoire de Versailles, et là donc il fait sa première sortie dans le monde. Et donc, si on peut regarder un petit peu, tu peux nous jouer un peu. Alors c'est un instrument qui possède deux jeux. Un bourdon d'huître qui est dans le coffre ici. Cet instrument a été magnifiquement décoré par Florence Humeau, que je remercie. Philippe, tu la remercieras. et donc, Florence Humeau m'a magnifiquement décoré ces choses. Et donc, il possède deux jeux, un bourdon d'huile dans la partie inférieure, même jeu que dans cet orgue-là, et dessus un principal de mille, c'est-à-dire des tuyaux en métal, en étain. Et donc, ils sont extrêmement différents. Exemple, le bourdon d'huile.
Si vous voulez voir dedans, si ça vous intéresse.